Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, dont voici les titres. 5 ans de prison pour escroquerie et faux, c'est le verdict prononcé contre Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar. En RDC, ouverture du congrès de l'UDPS, le parti doit désigner un nouveau porte-étendard en vue de la présidentielle de décembre. Au moins 8 Palestiniens ont été tués ce vendredi par des tirs de soldats israéliens lors de violents affrontements dans la bande de Gaza. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné ce vendredi à 5 ans de prison pour escroquerie et usage de faux. Le parquet avait requis le 16 février 7 ans d'emprisonnement à son encontre, alors que la défense réclamait la relaxe pure et simple pour Khalifa Sall et ses 7 collaborateurs poursuivis pour un détournement présumé de 1,83 milliard de francs CFA entre 2011 et 2015. Cette sentence l'écarte de la course à la présidentielle sénégalaise de février 2019. Khalifa Sall impute ses déboires judiciaires à son statut d'opposant. Ses avocats, eux, dénoncent le verdict et le qualifient de machination judiciaire. Reportage Gabi Dorsil. Après la condamnation ce matin de Khalifa Sall à 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA, ses avocats ne comptent pas en rester là. Pour Maître Sédou Diagne, ce fut un procès loin d'être juste et équitable. Les juges disent qu'il n'y a pas de préjudice pour l'État du Sénégal. Ça montre qu'il n'y a pas de fonds publics qui ont été détournés ou escroqués. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il ne manque pas d'argent dans les caisses de l'État ou de la mairie et ensuite dire que M. Khalifa Sall est coupable du délit de détournement ou d'escroquerie de fonds publics qu'on lui reproche? Vous voyez, ça fait déjà beaucoup d'incohérences et c'est pour cette raison que nous allons saisir la Cour d'appel dans le délai d'1 mois que la loi nous donne afin que ce procès simplement unique en droit, non équitable, puisse être repris par la Cour d'appel de Dakar afin que la cause de M. Khalifa Sall soit entendue. Les Dakarois restent perplexes face à ce verdict. Pour Mamadou Ba, la décision de la justice manque de logique. J'ai entendu on a condamné Khalifa Sall pour 5 ans et amende de 5 millions. Et le début prochain, je crois bien, j'ai entendu qu'il a volé des milliards. Donc 5 ans avec un paye de 5 millions, c'est un peu vague. Pour l'instant, les avocats de la défense ont 1 mois pour faire appel du verdict d'un procès qui n'est pas encore arrivé à son épilogue. En RDC, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a ouvert son congrès ce vendredi. Les militants de ce parti historique doivent désigner son nouveau président et potentiel candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre. Parmi les 4 postulants, Félix Tshisekedi, fils du fondateur du parti, Étienne Tshisekedi par favori. Pour rappel, Étienne Tshisekedi est décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Félix Tshisekedi est l'une des 2 figures les plus populaires de l'opposition au régime du président Joseph Kabila avec l'opposant en exil Moïse Katumbi. Dans le même registre politique et toujours en RDC, à 9 mois de l'échéance électorale du 23 décembre, l'opposition remporterait l'élection présidentielle face au camp du président sortant, Joseph Kabila, si elle avait lieu ces jours-ci, d'après un sondage présenté aujourd'hui par le groupe d'experts du Congo de l'Université de New York et le Bureau d'études et de recherche et de consulting international. A signalé que ce groupe est tenu par des proches du porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi. Ces entités ont conduit une série de sondages d'opinion représentatifs à l'échelle nationale à travers la RDC en février 2017 ou 2017, novembre 2017 et janvier-février 2018, affirme-t-il dans le compte rendu intégral de leurs études. Anastasie Tudièche a recueilli les commentaires de l'analyste politique Kerwin Mahuizo.
un besoin naturel pour un peuple qui aspire à l'autodétermination de choisir librement ses dirigeants. Mais l'ennui avec les Congos, c'est que la population est dépitée. En 2006, ils sont allés aux élections, mais ce n'est pas, ils ont voté, pardon, mais ce n'est pas eux qui ont élu. Et en 2011, rebelote, ils sont allés voter, mais l'élection a été décidée ailleurs. C'est que d'autres personnes appellent la sélection. Et je me pose la question, sincèrement, si le peuple congolais ira avec enthousiasme aux élections dont on sait que la sélection sera faite ailleurs. Donc il y a un casting qui est déjà préétabli, c'est juste ce qu'on appelle le peuple pour valider des décisions qui ont été prises ailleurs. Le peuple congolais devient de plus en plus mûr politiquement et les élections pour eux, ce n'est pas une panacée. Le problème du Congo, c'est la recouvrance de la souveraineté internationale de ces pays, une souveraineté que le pays a perdue, et la reconstruction de l'État, parce qu'au Congo, sur le plan technique, juridique, l'État est mort. Dans ces trois éléments, la population, on ne sait pas qui est qui, le territoire qui n'est pas contrôlé, on peut rentrer comme on veut, sortir comme on veut, et le pouvoir politique qui est illégitime. Donc si on regarde ces trois éléments constitutifs de l'État, l'État congolais est mort. Bon, j'ajoute un quatrième élément, la reconnaissance internationale, l'État congolais n'est pas respecté sur le plan international. Pour le moment, l'opinion congolaise est généralement dépitée par rapport aux politiciens. Donc c'est difficile de savoir avec exactitude qui sera élu, d'autant plus qu'on ne connaît pas les candidats de la majorité dite présidentielle. Il est difficile de faire une ligne de démarcation entre le pouvoir et l'opposition, parce qu'il n'y a pas eu d'élections régulières qui peuvent nous permettre de déterminer qui est dans le pouvoir, qui est dans l'opposition. Et sur le plan idéologique, je ne vois pas de différence qu'il y a entre, par exemple, un Moïse Katumbi et un Joseph Kabila. Donc, il fait partie de cette famille politique. Alors, c'est qu'on remarque que ces derniers temps, il y a un problème, par exemple, par rapport à sa nationalité. Si on réfléchit par rapport au sondage, les sondages, c'est un élément de diversion pour éviter de parler de cette affaire des nationalités, dont on doit préciser qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Les étrangers qui ont acquis la nationalité congolaise illégalement et des Congolais qui ont pris d'autres nationalités pour des raisons pratiques. Et ils sont nombreux dans tous les camps, à commencer au sommet de l'État. Élection toujours, le second tour de la présidentielle en Sierra Leone se tiendra ce samedi 31 mars. Le leader de l'opposition, Julius Maada Bio, affrontera le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara, après le rejet par la justice d'un recours demandant le report du scrutin. L'heure est maintenant aux préparatifs pour ce second tour très attendu. Le point avec Blanche Sado. Samura Kamara, 66 ans, est le candidat de l'APC, le parti au pouvoir. Son mot d'ordre à ses partisans avant le second tour de la présidentielle, la paix en Sierra Leone. Je veux juste lancer un appel à la population, d'abord et avant tout, pour qu'elle reste calme et que pour que personne ne force quelqu'un à descendre dans les rues pour des violences, gagnant comme perdant. La paix et la sécurité de la Sierra Leone sont entre nos mains. Économiste avec plus de 30 ans d'expérience au sein de son parti, Kamara est l'homme choisi par le président sortant Ernest Bai Koroma. Son principal adversaire est le général Julius Maada Bio, qui en 1992 a participé au coup d'État qui avait renversé le régime de Joseph Momo. Après des accords entre les deux candidats et la Commission électorale nationale, la campagne pour le second tour a pu reprendre avec un recours de plus en plus manifeste à la carte régionale et ethnique, selon des analystes. Mais pour les Sierra Léonais, le vainqueur devra se pencher sur les conditions de l'ensemble de la population. Le prochain gouvernement, quel qu'il soit, aura des défis de base comme l'éducation, l'emploi des jeunes, la santé. Il faudra aussi se pencher sur des questions comme la sécurité alimentaire. De nos jours, quand vous voyez le système de marché, il n'y a pas de contrôle des prix et tout le monde souffre. Peu importe qui va remporter cette élection, nous voulons voir un gouvernement efficace, que ce soit de l'APC ou du SLPC. Nous souhaitons voir notre peuple, les Sierra-Léonais, aller de l'avant dans la vie, surtout en termes d'éducation, de routes praticables, de ressources en eau, etc.
Le futur président et son gouvernement devraient faire face à un pays dévasté par la guerre civile, sans oublier le choc de l'épidémie d'Ebola et la corruption qui gangrène le pays. Les premiers résultats de ces élections sont attendus la semaine prochaine. Blanche Sanou, au moins 8 Palestiniens de la bande de Gaza ont été tués ce vendredi par des tirs de soldats israéliens lors d'un face-à-face tendu. Cet incident fait suite à des mises en garde répétées des autorités israéliennes. Les précisions avec Dili Diko. 7 manifestants palestiniens sont morts aujourd'hui dans des affrontements avec l'armée israélienne dans différents secteurs de la bande de Gaza. À l'aube, bien avant le début des manifestations, un agriculteur palestinien a été tué par des tirs de l'artillerie israélienne. Vers 4h ou 5h du matin, un tir de roquette l'a frappé directement. Il n'est affilié à aucune organisation, ni le Fatah, ni le Hamas. Il est juste un travailleur de 27 ans qui a 2 filles. Yasser ne parvient pas à parler de son cousin au passé. Avec des proches, il a amené son corps à la morgue. Le Croissant Rouge palestinien s'attelle aux premières lignes parmi les 350 manifestants blessés par des tirs des soldats israéliens. Des personnes sont entre la vie et la mort. Cette mère a perdu son fils. Selon des sources palestiniennes, des dizaines de milliers de manifestants ont convergé aujourd'hui le long de la barrière frontalière de Gaza pour participer à la grande marche du retour. Un mouvement de protestation de 6 semaines pour exiger le droit au retour des réfugiés palestiniens et dénoncer le blocus de Gaza par Israël. Nous promettons qu'il n'y aura pas d'accord du siècle sans parvenir au respect des droits des Palestiniens. Aucune solution ne sera adoptée dans la région si elle sape nos droits. Droit de revenir, droit de choisir notre destinée, d'acquérir notre indépendance et d'avoir un État. Avant la marche, les dirigeants militaires et politiques israéliens avaient prévenu que l'armée n'hésiterait pas à donner à des tireurs d'élite l'ordre d'ouvrir le feu en cas de tentative d'infiltration en territoire israélien. Le Hamas et les autres organisations ont appelé à manifester, appelant cela la marche du retour. Mais au fur et à mesure que les événements se développent, on constate qu'il s'agit plutôt d'une marche du chaos. Le droit au retour des réfugiés est pourtant une revendication fondamentale des Palestiniens, tout comme le statut de Jérusalem qui l'est encore plus depuis que le président américain Donald Trump a décidé de reconnaître la ville comme capitale d'Israël. Climat tendu également au niveau de la diplomatie, où la Russie a annoncé ce vendredi des mesures de rétorsion contre les pays ayant décidé la semaine dernière d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Les ambassadeurs de 23 pays, parmi lesquels la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Canada et la Pologne, ont été convoqués au ministère russe des Affaires étrangères, où ils se sont vus notifier les mesures d'expulsion prises à l'encontre de leurs diplomates. Les expulsions des diplomates américains annoncées par la Russie sont injustifiées et Washington se réserve le droit d'y répondre, a indiqué Heather Nauer, porte-parole du département d'État américain. 2 membres de la coalition internationale anti-djihadiste en Syrie, dont un Américain, ont été tués et 5 blessés dans l'explosion d'un engin artisanal à Minbé, dans le nord du pays. C'est ce que font savoir ce vendredi le commandement américain et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette attaque à Minbé, où sont déployés des soldats américains, est survenue jeudi soir, le jour même où le président Donald Trump annonçait que les États-Unis pourraient quitter la Syrie bientôt. Aucun groupe n'a dans l'immédiat revendiqué la responsabilité de cette attaque. En plus, autre actualité, la France a temporairement décidé de ne plus accorder des visas aux titulaires de passeports diplomatiques ou des services des Comores pour protester contre la décision de Moroni de refuser de laisser entrer sur leur territoire des citoyens comoriens refoulés de Mayotte. Dans un communiqué rendu public par le Quai d'Orsay, la France a dit regretter l'initiative des autorités. C'est la fin de cette première partie. Merci de rester sur Le Monde aujourd'hui.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dont vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Merci d'écouter Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Voici les titres de cette deuxième partie. Drame des migrants en Algérie. Des dizaines de familles sont sans nouvelles de leurs enfants qui ont tout laissé derrière eux pour rejoindre l'Occident. Les chrétiens célèbrent Pâques dimanche. C'est aussi un temps fort du calendrier juif. La Pâques débutant ce soir, nous irons à New York pour une célébration pas comme les autres. Ce soir sur la rivière, pétille des lumières. Des vibrations musicales à la sauce congolaise, l'artiste Mirage Supersonique est au menu de Culture Hebdo. Il s'appelle les Aragas, les brûleurs dans le langage algérien, un terme qui désigne ceux qui tentent de la traversée de la Méditerranée de façon clandestine dans l'espoir de rejoindre l'Occident. Depuis plusieurs mois, des centaines de familles sont sans nouvelles de leurs enfants. Reportage de Kamel Saïd. C'est sur cette plage de Délice, à l'est de la capitale Alger, que le cauchemar de cette famille a commencé. Il y a 5 mois, le jeune Mohamed, 23 ans, a pris la mer avec 14 de ses compagnons sur une petite embarcation en direction de l'Eldorado européen. Depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Sa mère et son frère viennent ici en espérant le voir revenir. C'est d'ici qu'ils sont partis. Mon frère Mohamed m'a averti qu'il voulait prendre la mer. Je ne pouvais pas l'en dissuader, alors je lui ai souhaité bonne chance. C'était le 10 octobre dernier. Le phénomène des migrants clandestins en Algérie a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois. Chaque semaine, plusieurs petites embarcations quittent les côtes algériennes en direction de l'Espagne ou de l'Italie. Des jeunes et des moins jeunes quittent leur pays natal vers le pays de leurs rêves. Nous mourons chaque jour que Dieu fait. On ne peut ni manger, ni boire, ni dormir. Je rôde dans les couloirs chaque nuit en espérant le voir revenir et que je puisse le prendre dans mes bras. Les associations des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme quant aux proportions qu'a pris le phénomène des migrants clandestins. Plus de 3000 Algériens ont tenté cette aventure périlleuse en 2017. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ce n'est plus uniquement les jeunes qui tentent l'aventure, mais des familles entières. Il y a eu des morts et des disparus. Pour moi, c'est un problème politique avant que ce soit un problème social ou économique. Le Haut Conseil islamique a édicté une fatwa selon laquelle l'immigration qui comporte des risques est un péché, afin de dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Pour que la fatwa soit en mesure d'arrêter ce phénomène, il faut aussi condamner les causes qui mènent à l'immigration clandestine. Des réseaux de passeurs se font un argent fou sur le dos de ces desperados en quête d'une vie meilleure. Les autorités tentent de combattre ces réseaux en les traînant devant la justice après chaque arrestation des haragas par les gardes-côtes. Tout à fait autre chose. Au soir du 30 mars, les communautés juives du monde entier célèbrent la Pâques, une fête qui commémore la libération des Juifs de l'esclavage dans l'Égypte ancienne. En amont de la fête, une organisation interconfessionnelle basée à New York a organisé un événement unique où les Juifs étaient rejoints par des musulmans dans un lieu improbable, une mosquée. Un reportage de Schumann Apté, récit Arzuma Compaoré.
Les chants, les bénédictions et les lectures de la célébration de la Pâque juive sont généralement entendus autour des tables familiales. Mais ces festivités ont lieu dans une mosquée de Manhattan, avec des juifs et des musulmans autour de la table. Le Comité de la solidarité judéo-musulmane de Brooklyn, une organisation interconfessionnelle, a organisé cet événement avec le soutien de la Société islamique de Manhattan Centre. Quand le prophète Mohammed est allé à El Médina, il a demandé pourquoi la communauté juive jeûnait. On lui a dit que ce jour s'appelait Ashura, le 10e jour d'Al-Muharram, qui était presque le même jour que la Pâque selon le calendrier chrétien. Il a alors dit que nous devions vraiment le célébrer aussi à notre manière. Le Coran est sacré, la Torah est sacrée. Nous étudions cela, nous apprenons de cela et nous en tirons nos traditions. Et nous avons aussi des traditions légalistes, comme la façon dont les gens appliquent le Coran dans leur législation. Pareil pour le judaïsme. C'est la 3e Pâque dans une mosquée parrainée par le comité de solidarité. Les participants ont lu l'histoire traditionnelle de la libération de Haggadah et ont profité du repas festif juif du Seder. Ils ont récité des versets de la Torah et entendu des versets du Coran, soulignant les relations fraternelles entre le judaïsme et l'islam. L'objectif n'est pas de convertir qui que ce soit et on ne cherche pas à changer ce que les gens font à la maison. Le but est simplement de montrer un peu ce que nous faisons les uns aux autres. Je pars d'ici avec beaucoup d'espoir que, malgré le climat qui prévaut, il y a beaucoup de force et nous travaillons ensemble. Célébrer Pâques dans une mosquée, vous ne pouvez même pas imaginer cela en Turquie. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est seulement possible aux États-Unis et surtout à New York. Le comité célèbre également les fêtes islamiques comme l'Aïd ou le repas d'Iftar dans les synagogues de New York. Voilà. Le premier tour préliminaire des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, nous sommes là en sport 2019, débute ce week-end, ce vendredi donc, le match Botswana-Namibie. Samedi, demain, Seychelles-Mozambique, Malawi-Swaziland, Ouganda-Soudan du Sud, Tanzanie-RD, Congo, Mauritanie-Maroc, Algérie-Tunisie. D'autres matchs sont également prévus dimanche, Gabon-Togo, Kenya-Rwanda, Éthiopie-Burundi, Guinée-Bissau, Sierra Leone. Le Bénin a déjà obtenu son billet suite au forfait du Libéria. Les écureuils affronteront la Gambie au tour suivant qui verra entrer en lice les équipes exemptées de ce premier tour, notamment l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, Ghana, Guinée, Égypte, Libye, Mali, Nigeria, Sénégal, Soudan et Zambie, tenante du trophée remporté chez elle depuis début 2016. Quand Neymar va-t-il revenir sur les terrains de jeu? Eh bien, c'est la question que beaucoup se posent. Pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, l'équipe où évolue la vedette brésilienne, cela devrait arriver bientôt. Unai Emery a fait part ce vendredi d'un entretien qu'il a eu avec Neymar, qui, selon le coach, devrait regagner Paris dans 2 ou 3 semaines. Blessé le 25 février face à l'Olympique de Marseille, le joueur de 26 ans a été opéré d'un os du pied droit le 3 mars au Brésil par le médecin de la sélection brésilienne de football. Ces médecins avaient évalué son temps de récupération à 2 mois et demi ou 3. Neymar souhaite surtout être en pleine forme lors du mondial de juin-juillet prochain en Russie. Zidane veut lui continuer au Real Madrid sous contrat jusqu'en 2020. L'ancienne star des tricolores a déclaré ce vendredi vouloir continuer à son poste d'entraîneur la saison prochaine. S'il va au bout de son contrat, Zidane pourrait devenir le technicien à avoir passé le plus de temps sur le banc du Real au XXIe siècle, devant Vicente Del Bosque et José Mourinho. Le Real, double champion d'Europe en titre, jouera sa saison lors d'un quart de finale de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin. Et ici aux États-Unis, le Suédois Ibrahimovic découvre ses nouveaux coéquipiers ce vendredi avant sa présentation officielle à la veille d'un derby où il devrait faire ses premiers pas dans le championnat nord-américain de football sous le maillot du Los Angeles Galaxy. Il ne l'a pas encore rencontré, mais l'entraîneur du Galaxy, Siggy Smith, sait manifestement à quoi s'attendre. Son nouvel attaquant, arrivé jeudi soir à Los Angeles, est un phénomène sur le terrain et hors du terrain.
Comme tous les vendredis, Roger Moutou nous a rejoint sur ce plateau et c'est pour Culture Hebdo. Bonsoir Roger Moutou. Bonsoir John. Alors on commence par le cinéma et la musique. Oui John, on commence avec le cinéma. Le monstre sacré du cinéma américain, Martin Scorsese, 75 ans, recevra pendant le festival des Cannes le Carrosse d'Or, prix annuel décerné par la Société française des réalisateurs de films SRF, comme on l'appelle. Depuis 2002, les cinéastes de la SRF distinguent ainsi un de leurs pairs à l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Section parallèle du festival. À cette occasion, une journée sera organisée avec Martin Scorsese à Cannes le 9 mai avec la projection de Mean Street, révélée à la quinzaine des réalisateurs en 1974, suivie d'une conversation avec les cinéastes, puis la remise du prix pendant la cérémonie d'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et aussi, John, parlons musique. L'artiste R. Kelly, qui a travaillé récemment avec plusieurs artistes africains, entre autres Fally Ipupa, P-Square, Davido et j'en passe, est encore sous le feu des projecteurs. Cette fois, les accusations, John, sont particulièrement graves et dérangeantes. En effet, un témoin affirme avoir vu une jeune fille de 14 ans être victime des sombres pratiques sexuelles de la part de la star. Ces accusations, John, sont extrêmement graves. Mais pour l'instant, R. Kelly n'est pas sorti du silence sur les réseaux sociaux. John, les gens imaginent que, comme d'habitude, il va nier en bloc. Alors, Roger, ce n'est pas un mirage, mais vous avez bel et bien reçu Mirage Supersonique. Ouais, Supersonique, John, l'artiste, chanteur, compositeur et danseur congolais. Mirage Supersonique est passé nous voir ici à Washington. Lui qui a d'abord fait partie du quartier latin intégral de l'Ebou Kabouya, puis la génération d'Alain Pella avant de faire partie du quartier latin international de 2005 en 2006, puis d'entamer une carrière solo. Il séjourne ici aux États-Unis pour l'enregistrement de son album et il nous dit pourquoi il a décidé d'aller en carrière solo. Suivant. Au départ, j'ai jamais eu l'idée d'entreprendre une carrière solo. Mais à un moment donné, on était confronté aux situations, je dirais peut-être socioculturelles, où à un moment donné, je me suis dit que une fois cette chance de me retrouver en Europe avec dis-moi, les aléas de la vie qui ont fait que l'on quitte le groupe Quartier Latin, je me suis dit, moi je suis un artiste et je reste artiste. Et l'essentiel, c'est pas de chanter et de faire entendre sa belle mélodie. Et moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est que je voulais plus exprimer mes idées. Mais ça se fait toujours de manière artistique et le seul instrument qui... Le matin encore au lit, nayoki fone eleli. Na décroché qu'on a un appel anonyme, numéro masqué. Sachant qu'elle allait appeler Nayoki, la voix d'une fille angélique et douce. Belle musique, Roger, qui va nous faire voyager donc et peut-être aussi pour cela avoir le calendrier des événements. Notre calendrier culturel est copieux et c'est maintenant. Merci Roger, c'est la fin de Le Monde aujourd'hui présenté par John Lyndon. Retrouvez Anastasie Tudièche dès lundi. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai donc jeudi et vendredi prochain. Bonsoir.